Florence Alix, c'est notre formatrice en oncologie. Elle donne la formation chez DFM qui s'appelle Pratique fonctionnelle en oncologie. Je vais juste vous faire un partage d'écran pour vous montrer sa formation, qui est une formation qui a lieu, enfin qui est déjà existante en e-learning et qui va prochainement avoir lieu en classe virtuelle, donc en septembre à la rentrée. Vraiment, Florence, voilà, c'est un peu notre couteau suisse. Elle manipule un peu tous les outils, la phytothérapie, l'aromathérapie, la micronutrition, l'homéopathie et même les champignons. Donc, on a une grande chance d'avoir vraiment quelqu'un qui peut proposer plein d'outils différents qui trouvent tout à fait leur place dans ce genre de problématique où il y a beaucoup de contre-indications à respecter, à connaître. Donc, avec une prise en charge vraiment vigilante. Eh bien, si tu veux bien, Florence, je te laisse te présenter. J'arrête mon partage. Merci beaucoup, Guénaëlle. Et puis, merci à Bruno, à DSM Formation de m'avoir invité pour ce webinaire, en fait, que je suis ravie de présenter. Donc, je pense que vous avez tous et toutes eu l'occasion d'avoir des femmes dans vos cabinets avec des effets secondaires dus à l'hormonothérapie. C'est un sujet quand même assez fréquent. Et donc, le webinaire va s'articuler en deux parties. La première partie sera consacrée aux différents traitements. On va revoir les différents effets secondaires suivant les molécules, parce que les effets secondaires ne sont pas tous les mêmes. Il y a plusieurs traitements d'hormonothérapie. On devrait d'ailleurs dire plutôt traitement anti-hormonal. Ce serait plus, ça parlerait plus, parce qu'en fait, on bloque les hormones dans les traitements d'hormonothérapie. La deuxième partie, là, ce sera vraiment pratique. Ce sera qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour diminuer les effets secondaires et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire non plus, quelles sont les contre-indications à respecter, parce qu'il y en a en particulier en phytothérapie. Donc là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en voyant justement les différentes classes de molécules. Donc, en fait, les cancers du sein, il faut savoir déjà qu'ils ne sont pas tous hormonodépendants, hein. Il y a 30% des cancers du sein qui ne sont pas hormonodépendants. Donc, ça ne servira absolument à rien de conseiller un traitement anti-hormonal puisque les estrogènes ne sont pas en cause dans la survenue de ces cancers-là. C'est en particulier les cancers du sein triple négatif. Mais on considère quand même que dans 70% des cancers du sein, ce sont les estrogènes qui sont la nourriture des cellules cancéreuses. Donc, c'est assez logique, hein. Avec l'hormonothérapie, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer les hormones. On va bloquer les estrogènes. Généralement, on ne s'occupe pas de la progestérone, on s'occupe que des estrogènes. Donc là, on a vu dans le quiz que le cancer est dit hormonodépendant s'il y a au minimum 10% de récepteurs aux estrogènes sur les cellules cancéreuses. Alors, il peut y en avoir 10, mais il peut y en avoir beaucoup plus, hein. Il peut y en avoir 50, 70, jusqu'à 100%. Mais à partir de 10%, on dit que le cancer est hormonodépendant et en général, on met un traitement anti-hormonal. Alors, les traitements hormonaux, enfin plutôt anti-hormonaux, ont différents modes d'action. Alors, il faut distinguer déjà avant ménopause et après ménopause. Donc, avant ménopause, pour les femmes qui ont fait l'hormonothérapie, c'est des redites, hein, parce qu'en fait, on sait que donc avant la ménopause, les ovaires sécrètent les estrogènes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir au niveau de la commande centrale, au niveau de l'hypothalamus hypophysaire, pour, euh, pour supprimer la production d'hormones. Donc, c'est là qu'on va utiliser les analogues de la GnRH pour provoquer une ménopause chimique qui sera réversible à l'arrêt du traitement. Donc, ça, c'est quand le cancer du sein est agressif. On verra ça après. Mais on peut aussi, tout simplement, c'est un traitement qui est beaucoup moins, on va dire, qui a moins d'effets secondaires. On peut laisser les hormones, hein, mais empêcher la fixation des estrogènes sur les récepteurs estrogéniques mammaires. Et dans ces cas-là, on utilise un médicament qui s'appelle le tamoxifène. Vous avez dû en entendre parler, hein, c'est un modulateur des récepteurs aux estrogènes, un modulateur sélectif. Et donc là, il y a quand même des estrogènes à circuler dans le corps, il y a moins d'effets secondaires. Et souvent, donc, quand le cancer du sein est agressif, on fait les deux, c'est-à-dire qu'on supprime la production d'hormones ovariennes et on inhibe la transformation des androgènes en estrogènes, enfin, avec donc les analogues
avec les analogues de la LHRH et les anti-aromatases qui sont utilisés normalement après la ménopause. Mais si une femme n'est pas ménopausée, soit on utilise le tamoxifène pour empêcher la fixation des hormones sur le récepteur, soit on supprime la production d'hormones, mais on ne va pas utiliser uniquement les anti-aromatases. Après la ménopause, par contre, là, les ovaires ne sécrètent plus d'estrogène. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on inhibe simplement la transformation périphérique des androgènes en estrogènes. Parce qu'après la ménopause, vous savez tous qu'il y a une petite production d'estrogène encore à partir des androgènes surrénaliens. Donc, on l'inhibe avec les anti-aromatases. Donc, en fait, pour simplifier, avant la ménopause, en général, c'est le tamoxifène. Après la ménopause, c'est les anti-aromatases. Et parfois, quand le cancer est agressif, on provoque une ménopause artificielle et on met des anti-aromatases en plus. Alors, le problème, alors, on va dire sur le papier, comme ça, tout est beau, on a des solutions. Dans les cancers hormonodépendants, ben, du coup, on bloque les estrogènes et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est que ce sont des traitements longs, c'est-à-dire que euh, la chimiothérapie, c'est sur quelques mois. Quand on fait une chirurgie, bah, ça dure très peu de temps. Par contre, l'hormonothérapie, c'est un traitement très long. Euh, donc, on a vu dans le quiz, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, les effets secondaires sont réels. Et même s'ils sont moins importants que une chimiothérapie ou une immunothérapie, par exemple, eh ben, on sait que dans le temps, ça risque de s'accentuer et que eh ben, 5 ans, 10 ans, c'est pas rien euh, pour, euh, pour une femme. C'est là où on a vraiment un rôle à jouer hein, par rapport à ces effets secondaires-là. Donc, pour les accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, alors, on a vu que euh, ces traitements-là étaient vraiment importants parce qu'ils diminuaient le risque de récidive. On considère que la diminution du risque de récidive est de 50% environ pour le tamoxifène, ou même plus pour les anti-aromatases. Euh, donc, c'est une diminution du risque de récidive. C'est pas un chiffre global, c'est-à-dire que si quelqu'un a 20% de risque de récidive, avec le tamoxifène, il aura 20 que multiplie 50%, donc juste, il n'aura plus que 10% de risque de récidive. Mais il y a de nombreux effets secondaires. Et les médecins, les oncologues se sont aperçus qu'il y avait une non-observance qui était quand même très importante. 30%, c'est énorme. Ça veut dire que dans les femmes qui ont un traitement anti-hormonal, on sait maintenant qu'il y aura 30% des femmes qui, au bout des 5 ans, auront arrêté leur traitement. Alors, soit même n'auront pratiquement jamais pris, hein, l'auront arrêté très rapidement, ou soit l'arrêtent au fur et à mesure des années parce qu'elles sont trop enquiquinées par les effets secondaires. Alors, comment est-ce qu'on peut limiter les effets secondaires? Alors, il y a des moyens très simples hein, que vous connaissez toutes, certainement, tous et toutes. C'est l'activité physique, hein, le sport. Bon, bah, ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment une panacée. Alors, l'alimentation aussi, hein, bah, le sommeil, hein, tout ça, ça fait partie de l'hygiène de vie. Mais il y a aussi des compléments alimentaires dont on va parler qui seront particulièrement intéressants pour diminuer les effets secondaires. Euh, il y a une possibilité, alors c'est du ressort des médecins, mais on peut éventuellement le suggérer à la personne, d'en parler à son médecin, de changer de molécule, parce que les anti-aromatases, par exemple, il y en a plusieurs, et parfois en changeant de molécule, ça va mieux, ou prendre le traitement 2 fois pour le tamoxifène aussi. Donc, il faut éviter l'arrêt prématuré des traitements, donc pour cela, la qualité de vie doit vraiment rester correcte. Hein. Et donc, parce qu'en fait, on ne traite pas la maladie finalement, on traite le risque de rechute. Parce qu'une femme, quand elle a fini son parcours avec la chirurgie, la radiothérapie et souvent la chimiothérapie, normalement, le cancer n'est plus là. Donc là, on traite un risque et on ne traite plus une maladie. Donc c'est parfois aussi un petit peu plus compliqué pour les femmes de devoir prendre leur traitement par rapport à ça. Alors, dans l'évaluation des risques, on comprend bien qu'un traitement anti-hormonal est d'autant plus important
que le cancer est agressif, donc à plus haut risque de récidive, que la taille de la tumeur est plus importante, que le Ki-67 est plus important. Le Ki-67, c'est la vitesse de division des cellules cancéreuses quand il y a eu le diagnostic, la biopsie de fait. Donc, c'est un paramètre qui est donné dans la biopsie de la tumeur. Plus la femme est jeune, plus il y a aussi un risque de récidive. Euh, donc le nombre de récepteurs aux estrogènes est important, hein. Effectivement, ça paraît très logique de penser que plus il y a des récepteurs aux estrogènes, plus le traitement anti-hormonal va être efficace. Et aussi, le rapport de OH sur ces OH, donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est pour voir comment la femme elle, détoxifie les estrogènes. Donc si ce rapport-là est mauvais, le risque de récidive peut être plus important. Mais il faut aussi voir les risques liés au traitement. Alors, les risques liés au traitement, euh, les risques graves, il n'y en a pas beaucoup, mais ils existent quand même, hein. Les thromboses, par exemple, pour le tamoxifène. Une femme qui a eu un antécédent d'accident thromboembolique, on ne lui donne pas de tamoxifène. Alors ça, c'est le médecin qui va évidemment évaluer ça. Mais dans nos cabinets, on voit parfois des femmes qui vont partir en voyage, qui vont avoir des longs voyages en avion de l'ordre de 10 heures. Et dans ces cas-là, le risque de thrombose est quand même vraiment là. Le médecin n'est pas toujours au courant hein, qu'elles vont prendre l'avion. Donc là, il faut vraiment conseiller des mesures de précaution comme les bas de contention, marcher. Enfin, il y a vraiment des choses importantes à dire. Euh, voilà, ce risque de thrombose fait contre-indiquer le tamoxifène quand il y a des antécédents, et il est là même chez les femmes qui n'ont aucun antécédent, hein. Le cancer de l'endomètre, alors là, c'est extrêmement rare, hein, mais ça arrive sous tamoxifène, donc il faut surveiller, hein, échographie, voilà, et puis visite gynécologique très tous les ans. Alors, pour les anti-aromatases, c'est l'ostéoporose sévère qui est la contre-indication. Alors que le tamoxifène est protecteur, au contraire, en cas d'ostéoporose. Et alors, je l'ai rajouté, c'est pas un risque qui est vital, hein, mais parfois, les anti-aromatases provoquent de telles douleurs articulaires que la qualité de la vie est vraiment très, très impactée. On ne voit pas ça avec le tamoxifène, uniquement les anti-aromatases. Alors, et il y a aussi pas mal d'effets secondaires qui sont fréquents, qui sont fastidieux, qui ne sont pas dangereux, mais qui enquiquinent un grand nombre de femmes. Alors, il faut savoir que sur, on va dire, un tiers des femmes, quasiment pas d'effets secondaires. Euh, euh, un autre tiers des effets secondaires, mais qu'on arrive tout à fait à gérer. Le troisième tiers, c'est plus problématique. Alors, je reviens un tout petit peu sur les classes, hein. Donc, les agonistes de la LHRH, donc, ils sont réservés, enfin, qu'on donne en association avec les antiromatases avant la ménopause, quand le cancer est agressif et que les médecins considèrent que le tamoxifène n'est pas une protection suffisante. Donc là, on met les femmes en ménopause artificielle avec ces agonistes, hein, qui provoquent un blocage de la sécrétion naturelle de LHFSH, donc un blocage de la production d'estrogène, de progestérone et de testostérone. C'est le même médicament qu'on donne chez l'homme dans le cancer de la prostate. C'est aussi des analogues de la LHRH. Et ça va provoquer une ménopause artificielle réversible. C'est comme si on enlevait les ovaires, sauf que c'est réversible. Petite parenthèse, c'est aussi un médicament qu'on donne pour provoquer une castration chimique chez l'homme, chez les violeurs en particulier. Par exemple, ça a été aussi utilisé pour ça, hein, ce genre de médicament-là. Donc, c'est quand même quelque chose de puissant. Alors, le tamoxifène, c'est le médicament certainement le plus utilisé, hein, un très vieux médicament, hein. Dès les années 70, ça existait, hein. Quand j'étais très jeune pharmacienne, je faisais déjà des prescriptions de tamoxifène, hein. Ça a été le premier traitement anti-hormonal. C'est un modulateur sélectif suivant le type de récepteur. Au niveau du sein, il est une action antagoniste. Donc, il va bloquer les récepteurs aux estrogènes de la glande mammaire, et donc, il n'y aura plus de stimulation des estrogènes, hein, au niveau du sein. C'est ce qu'on recherche, hein. Ce qui est bien aussi, c'est que ça a une action agoniste au niveau des os. Donc, c'est protecteur, hein, par rapport aux os. Une action agoniste au niveau du foie. Ça diminue le cholestérol. Donc, voilà. Donc, vous allez me dire, c'est super le tamoxifène. Alors, c'est pas si super que ça, mais
il y a des avantages, hein. Et alors, une petite parenthèse, la demi-vie est longue, hein, 9 jours. Donc, c'est pas si une femme a des effets secondaires, ne lui dites pas arrêtez-le 2, 3 jours et vous verrez si ça va mieux parce que bah, il y aura encore le médicament, il circulera encore dans le sang. Les anti-aromatases, donc après la ménopause, donc l'action là, c'est le blocage de la conversion périphérique des androgènes surrénaliens en estrogène, hein. Donc là, il n'y a plus du tout d'estrogène à circuler. La demi-vie elle est plus courte, hein, de 2 à 3 jours. Et c'est un médicament, alors, comment dire, qui est principalement donné chez la femme ménopausée, euh, qui va faire en sorte que la ménopause soit vraiment, euh, bah, ça provoque vraiment une super ménopause. C'est-à-dire que il y a des femmes ménopausées qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires parce qu'elles ont encore une aromatisation assez importante, alors que là, comme on bloque tout, il n'y a plus d'estrogène à circuler, donc les femmes disent parfois qu'elles se retrouvent dans un corps de vieille femme de 80 ans, hein, ce qui n'est pas faux. Mais on va voir qu'il y a vraiment moyen d'y remédier. Et c'est pas non plus toutes les femmes. Donc j'ai fait un petit tableau pour. Je vais enlever ma tête là parce que sur le. Hop, voilà, j'ai enlevé provisoirement la caméra. Donc le tamoxifène, les avantages, donc c'est que ça diminue le risque de récidive de 50%, ce qui est quand même plutôt bien. On le donne avant la ménopause. C'est un agoniste des récepteurs bêta et un antagoniste des récepteurs alpha, ce qui fait que ça donne une protection osseuse, une protection cardiovasculaire. Euh, mais par contre, il y a des effets secondaires. Donc, les effets secondaires, c'est les bouffées de chaleur par un mécanisme différent des anti-aromatases, parce qu'il y a encore des estrogènes à circuler, hein, avec le tamoxifène, mais c'est la molécule, hein, qui va provoquer les bouffées de chaleur. On a aussi des pertes blanches, des kystes ovariens, une hyperplasie de l'endomètre qui peut conduire, dans le pire des cas, à un cancer de l'endomètre. Il faut savoir que c'est extrêmement rare. Il y a aussi des troubles de l'humeur. Donc ça, on va retrouver ça aussi avec les anti-aromatases. Une prise de poids, parce que le tamoxifène a une action anabolisante. Mais cette action-là, elle est modérée. Donc la prise de poids induite par le tamoxifène, c'est de l'ordre de 2 ou 3 kilos, voire 5 kilos, hein. Si les femmes prennent plus de poids, ça veut dire qu'il y a des erreurs alimentaires. Mais voilà, faut le savoir, hein, il y a quand même cette petite action anabolisante de la molécule. Le risque thromboembolique, donc ça c'est le risque le pire, hein, qui est redouté par les médecins. Et, euh, et par contre, euh, par extension, les femmes relatent très souvent des jambes lourdes sous tamoxifène. Et d'ailleurs, quand elles ont des métiers qui les font piétiner, je pense aux infirmières, aux coiffeuses, aux préparatrices aux pharmacies, aux pharmaciennes, ben, ça peut être pas mal de mettre des bas ou des collants euh, de contention et impératif aussi, hein, quand on voyage en avion. Et il y a un léger risque augmenté de cataracte, mais c'est vraiment très très léger. Les anti-aromatases, donc là, après la ménopause, ou alors si on les met avant, c'est dans les cancers agressifs et en association avec les agonistes de la LHRH. Donc là, l'avantage des anti-aromatases, c'est que ça donne une diminution de risque supplémentaire de 20 à 30%. C'est une molécule qui sont des molécules qui sont arrivées après le tamoxifène, hein. Au début, on n'avait que le tamoxifène et puis les années passant, on a trouvé ça et on s'est dit, bah, c'est encore mieux, il n'y a plus d'estrogène à circuler, donc il y a encore moins de risques. Donc il y a plusieurs molécules là, hein. Il y a le létrozole, l'anastrozole, l'exemestane. Ça a son importance parce que les effets secondaires peuvent varier un petit peu en suivant les molécules, même si c'est la même classe de médicaments. Dans les effets bénéfiques, il y en a quand même, hein, il y a moins de prise de poids sous anti-aromatase. Quand il y en a en général, c'est parce que les femmes sont bloquées avec leur douleur articulaire, donc ne font plus d'exercice physique, ne marchent plus. Mais normalement, il n'y a pas ou peu de prise de poids. Il n'y a pas de risque thromboembolique, absolument pas. Donc voilà, si une femme est à risque, avec les anti-aromatases, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de risque de cancer de l'endomètre non plus. Par contre, alors, les effets secondaires, c'est des effets qu'on a avec la ménopause multipliés par 2 ou 3. Donc, en particulier les arthralgies, les myalgies, tout ce qui est douleur articulaire et musculaire. Donc ça, c'est en général immédiatement, hein, dès les premières semaines, ça se manifeste.
Euh, il y a une augmentation du risque d'ostéoporose, c'est à long terme ça, mais systématiquement, si une femme est sous anti-aromatase, elle va passer une densitométrie osseuse. Et si le résultat est trop mauvais, parfois on peut être amené enfin les médecins peuvent être amenés à ne pas lui prescrire ou alors lui prescrire des médicaments pour freiner l'ostéoporose, mais qui ont aussi des effets secondaires. Alors, ce qui est aussi très relaté, c'est tout ce qui est sécheresse, hein. Donc ça, on voit ça à la ménopause, hein, à la ménopause, on va dire normale, physiologique, mais avec les anti-aromatases, comme il n'y a plus du tout d'estrogène circulant, tous les effets bénéfiques des estrogènes sur la peau, ben, évidemment, on les a plus. Donc sécheresse de la peau, sécheresse vaginale, euh, perte de cheveux, amincissement des cheveux, des bouffées de chaleur, tout ça, c'est très fréquent. Alors, des troubles de la libido qui sont dus aussi qui peuvent être dus aussi à la sécheresse vaginale. On verra hein, après, il y a vraiment des moyens de remédier assez efficacement à ces troubles-là. Et on voit aussi des troubles cognitifs, hein, insomnie, fatigue, perte de mémoire. Ça, j'en reparlerai après un petit peu en détail parce que parfois, c'est aussi des effets retardés de la chimiothérapie. Donc, il faut voir un petit peu qu'est-ce qui vient de la chimiothérapie que les femmes ont eu avant. Si c'est un an après la chimio, ça peut être dû aussi à la chimio, hein, certains effets secondaires. Et donc, on va finir assez rapidement. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette classe de médicaments par les analogues de la LHRH qui vont bloquer les ovaires. Donc ça, c'est une classe de médicaments qui est utilisée par voie injectable. Donc, soit sous-cutanée, soit intramusculaire, tous les mois ou tous les 3 mois. Donc, ça ne dépend pas des cytochromes P450 pour l'élimination. Donc, en association avec les anti-aromatases, si le cancer est agressif. Alors, après la ménopause, évidemment, ces classes-là de molécules n'ont aucun intérêt, puisque de toute façon, il y a plus de sécrétion d'estrogène et de progestérone à partir des ovaires. Donc, c'est vraiment avant la ménopause chez les femmes jeunes hein, qu'on les conseille, enfin que les médecins plutôt les conseillent et les prescrivent. Il y a aussi plusieurs molécules. Euh, et donc, bah, ce que ça provoque en association en plus avec les anti-aromatases, c'est une super ménopause chez des femmes jeunes. Donc là, c'est une femme de 30 ans qui peut se retrouver dans un corps de femme de 70 ans. Donc c'est là où c'est quand même compliqué. Mais par contre, la protection, elle est vraiment hyper importante. Donc là, j'ai refait un petit tableau pour montrer les différences entre les deux médicaments les plus courants, que le tamoxifène et les inhibiteurs de l'aromatase, euh, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qu'on a le plus à gérer au niveau de nos cabinets. Alors, le tamoxifène, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une présence d'estrogène à circuler dans le corps avec le tamoxifène. Il n'y a pas d'effet contraceptif, donc il faut vraiment que les femmes aient une contraception mécanique hein, à côté, ou alors un stérilet en cuivre. C'est pas contraceptif et souvent les cycles sont irréguliers. Mais les femmes sont très fertiles sous tamoxifène, donc il faut faire quand même très attention. Et le métabolite, c'est pas le métabolite actif, c'est l'endoxyphène. Donc euh, le tamoxifène nécessite une transformation qui a lieu par le cytochrome CYP2D6. Donc ça, Bruno vous parlera de tout ça dans ses formations. Et un polymorphisme du CYP2D6. Donc ça fait que certaines femmes sont... Enfin, le tamoxifène peut être moins efficace chez certaines femmes. Et il y a aussi certains inhibiteurs du CYP2D6. Donc, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais par exemple, la valériane n'est pas très indiquée pour cette raison-là chez les femmes qui prennent du tamoxifène. Les inhibiteurs de l'aromatase, donc là, il n'y a pas du tout d'estrogène à circuler. Hein, c'est la grande différence. Et donc, les effets secondaires sont vraiment dus à l'absence d'estrogène. La demi-vie, donc, elle est beaucoup plus brève, donc de 2 à 3 jours. Et donc, c'est métabolisé par les cytochromes 3 à 4. Alors, en pratique, moi, je regarde juste les inducteurs puissants. Donc, les inducteurs puissants, c'est le millepertuis et inhibiteurs puissants pamplemousse. Donc, on ne conseillera pas
conseillera aux femmes sous anti-aromatase de ne pas prendre de millepertuis. Alors, certains antidépresseurs sont contre-indiqués aussi, hein, mais ça, c'est du ressort du médecin. Les analogues de la LHRH, donc là, je ne m'attarde pas dessus, mais donc, c'est les effets secondaires qu'on retrouve avec les anti-aromatases, avec encore plus amplifiés. En même temps, il peut y avoir une augmentation de la glycémie et des paramètres hépatiques aussi. Donc voilà, donc j'ai fait un petit récap avec les effets secondaires communs. Donc je pense que c'est ça surtout qui est à retenir. Donc quand une femme vient vous voir et qu'elle est sous hormonothérapie, on va dire plutôt sous traitement anti-hormonal, euh, les effets secondaires que toujours rencontrés, qui peuvent toujours se rencontrer, quelles que soient les molécules, ce sont les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, l'asthénie, l'irritabilité, donc le caractère qui peut changer, hein, et la prise de poids. Alors, mais c'est surtout pour le tamoxifène, la prise de poids. Pour les anti-aromatases, là, ce sont des effets qui sont propres aux anti-aromatases et pas au tamoxifène. Donc, ce sont des effets secondaires qui sont retrouvés plutôt chez la femme ménopausée, donc qui est sous traitement anti-aromatase. Donc, ce sont des troubles articulaires et musculaires, donc qui peuvent être très, très invalidants. Une sécheresse cutanée, une sécheresse des muqueuses, une augmentation du cholestérol LDL, donc important de faire un bilan lipidique, hein, et un risque accru d'ostéoporose aussi. Donc là, je pense qu'on arrive au milieu avec la deuxième partie sera un petit peu plus longue avec le quiz numéro 2. J'espère que je ne vous ai pas trop barbé avec mes explications sur les différentes classes de molécules. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à les mettre. C'est Guinaël qui se chargera de les Tu veux prendre. bien rallumer ta caméra, Florence? Oui, Enfin, si ça ne te dérange pas. C'est plus agréable quand on te voit. Mais des fois, effectivement, elle est obligée de oui, se cacher parce que parfois, elle cache la diapo. Je me permets peut-être, Bruno, de répondre parce qu'il y a deux personnes qui ont déjà posé la question. On ne donnera pas les slides, hein. C'est vrai que c'est un travail énorme pour Florence. Et on sait que quand on donne les slides, malheureusement, c'est peu respecté. C'est filé à droite à gauche. Donc voilà, on offre le webinaire, mais Florence restera propriétaire de ces slides. Merci pour votre compréhension. Et puis les autres questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Certaines très faciles pour moi, je les réponds parce que c'est des évidences vraiment, enfin des évidences. C'est pas que c'est évident, mais c'était facile à répondre. Et les autres questions auxquelles je réponds pas, on va bien sûr les poser à Florence à la fin de l'intervention. oui, Merci. n'hésitez surtout pas hein, si vous avez des questions. Puis, Je je vois les commence? résultats? Alors oui, tout à fait. Parfait. Je te laisse commenter. Alors le tamoxifène peut induire des douleurs articulaires. La réponse c'est non. C'est plutôt les anti-aromatases qui induisent ces douleurs-là. Alors après, il y a certaines femmes qui se plaignent de douleurs articulaires, mais c'est plutôt suite à la chimiothérapie, en fait. Et elles mettent ça sur le compte du tamoxifène. Les troubles veineux, oui, c'était une bonne réponse, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu juste. Des bouffées de chaleur, c'est juste aussi, hein, 77%, donc bonne réponse. Une diminution des risques du cancer de l'endomètre, non, effectivement, vous avez répondu juste, hein, donc, et des troubles dépressifs, c'était une bonne réponse également. Les anti-aromatases peuvent induire des troubles du sommeil, irritabilité, oui. Augmentation du risque d'ostéoporose, oui. Une prise de poids plus importante que le tamoxifène, non. Sécheresse vaginale, oui. Donc les réponses globalement sont bien. Les analogues de la LHRH sont pris par voie orale, non. Peuvent induire une augmentation de la glycémie, oui. Peuvent provoquer une fonte musculaire, oui. Sont métabolisés par les CYP450, non. Et peuvent être utilisés chez la femme ménopausée, non, ça n'a pas d'intérêt en fait. Euh, sont également prescrits dans le cancer de la prostate, oui. Sont généralement utilisés en association avec les anti-aromatases, oui. Donc, globalement, les résultats se sont améliorés, ce qui est plutôt bien. Après, c'est vrai que je suis probablement un peu trop rapide dans mes explications, mais là, on est pris par le temps avec le webinaire, donc bon, je m'en excuse à l'avance. Donc, du coup, voilà, je vais passer à la deuxième partie, donc ce qui sera plus pratique, on va dire, hein. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer les effets secondaires dont j'ai parlé.
Alors, vous avez peut-être l'impression que le tableau est très noir, hein, mais comme je l'ai déjà dit, dans un tiers des cas, il y a très très peu d'effets secondaires. On n'est vraiment pas, enfin les femmes ne sont vraiment pas, il n'y a pas d'égalité dans les effets secondaires. Et la surprise qu'on a parfois, c'est que on voit des femmes qui ont énormément d'effets secondaires avec la chimiothérapie. Et moi, j'ai tendance à me dire, oh là là, avec l'hormonothérapie, ça risque d'être compliqué. Et ça se passe très bien. Et on voit aussi le cas inverse. Il y a des femmes qui ont peu d'effets secondaires avec la chimio et qui en ont beaucoup avec l'hormonothérapie. C'est assez difficile à prévoir, en fait. Alors, je vais commencer par les précautions parce qu'elles sont quand même importantes. Une femme qui est sous hormonothérapie, il y a des précautions à connaître. Alors, je vais quand même rappeler les précautions générales pour tout cancer, hein. Donc, on évite d'apporter de la gelée royale, parce que la gelée royale, c'est donné souvent quand on est fatigué. Mais la gelée royale, c'est un stimulant de toutes les cellules, y compris les cellules cancéreuses. Donc, on évite, hein. Quand une femme est fatiguée, on va lui donner autre chose que de la gelée royale. On pourra on peut ramener de la propolis, mais surtout pas de la gelée royale. Alors, le fer et le cuivre sont contre-indiqués car pro-oxydatifs dans le cas de terrains cancéreux, sauf en cas de déficit avéré, hein, bien évidemment. On est prudent aussi avec les compléments très dosés en glutamine sur des longues durées. Bon, ça, c'est plus, ça se discute, mais voilà, il faut mieux quand même être un peu prudent. Alors, pour les cancers hormonaux, donc ce qui nous intéresse là, hein, dans le cadre du webinaire, on évite toutes les plantes à activité phytoestrogénique, et en particulier les phytoestrogéniques forts. Donc, j'ai un tableau dans la diapo suivante. Ça va être plus précis. On évite les huiles essentielles aussi, activité phytoestrogénique. On évite avec les antiaromatales, les inducteurs et inhibiteurs forts des fibres 3 à 4 pour pas perturber la. En fait, les inducteurs vont faire en sorte que le produit soit éliminé plus rapidement de l'organisme. Donc, inducteur fort égale millepertuis. Inhibiteur fort, c'est le contraire. Le produit reste plus longtemps dans l'organisme et donc peut occasionner plus d'effets secondaires. Inhibiteur fort, c'est le jus de pamplemousse. Alors, quand je dis jus de pamplemousse, c'est pas de manger un pamplemousse une fois par semaine qui sera problématique, hein. C'est vraiment les personnes qui consommeraient un litre de jus de pamplemousse par jour. Donc, on évite avec le tamoxifène les inhibiteurs des cytochromes 2D6 parce que voilà, le métabolite actif du tamoxifène, c'est l'endoxyphène. Euh, donc, il faut que la transformation se fasse bien. Et j'ai mis aussi une petite précaution. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous traitement anticoagulant. Et il y a pas mal de plantes qui sont contre-indiquées quand il y a des traitements anticoagulants. Donc, c'est une question que je pose toujours, en fait. Parce que est-ce que la personne a, en plus de son traitement anti-hormonal, un traitement anticoagulant? Alors, les inducteurs et les inhibiteurs des phytochromes, bon, bah ça, inducteurs, la liste, c'est millepertuis, A, ginkgo, ginseng, chardon-marie. Euh, donc, c'est vraiment le millepertuis qui est le plus problématique. Les inhibiteurs, c'est vraiment le pamplemousse qui est le plus problématique. J'ai quand même mis le thé vert. Quelqu'un qui boirait, alors le thé vert est très bénéfique, hein, en cas d'antécédent de cancer. Quelqu'un qui consommerait 3 litres de thé vert, ça pourrait avoir une action sur les cytochromes. Donc faire en sorte que le produit serait un peu plus toxique parce qu'il resterait plus longtemps dans l'organisme, l'antiaromatase en particulier. Et voilà, donc les inhibiteurs du tamoxifène, donc ce sont des antidépresseurs. Donc ça, c'est prescrit par le médecin, mais il y a aussi le millepertuis, le réglisse, le curcuma, chardon-marie et valériane. Curcuma alimentaire, aucun problème. C'est vraiment curcuma sous forme de complément. Et là encore, ça se discute parce que le curcuma a aussi beaucoup d'effets bénéfiques. Mais c'est un inhibiteur du cycle de D6. Le tamoxifène peut être pris en 2 prises. Donc ça, il faut le savoir parce que en pharmacie, il existe 2 dosages pour le tamoxifène, le 10 et le 20. Donc le dosage courant, c'est le 20. Mais il y a des personnes qui se trouvent mieux en prenant un tamoxifène le matin 10 et un de 10 le soir que un de 20 en une prise. Donc ça, il suffit de demander au médecin ou même de demander à son pharmacien et puis voilà. Et parfois, c'est mieux toléré. Et les anti-aromatases, en changeant de molécule, parfois, c'est mieux toléré. Et donc, on va commencer par les effets secondaires propres au tamoxifène. Donc, on a vu que c'était les troubles circulatoires. Donc, déjà, il faut évaluer le risque thromboembolique. Quand il y a un voyage en avion
prévues. Donc là, il faut vraiment, surtout si c'est un voyage long, hein, États-Unis, Australie. Donc là, c'est vraiment bas de contention, marcher beaucoup dans l'avion. Ça peut aussi en parler au médecin pour qu'il fasse une piqûre d'anticoagulant en préventif. Il faut quand même faire attention. Et pareil, quand il y a une chirurgie de prévue. Donc là, quand il y a une chirurgie de prévue, le médecin, de toute façon, il est au courant, donc il gère. Quand il y a un voyage en avion, le médecin, il n'est pas toujours au courant. Donc là, on a vraiment notre rôle à jouer dans l'action préventive du seul effet secondaire qui peut être grave avec le tamoxifène. Alors, pour les troubles circulatoires plus bénins, genre jambes lourdes, jambes qui gonflent, on a mal aux jambes, enfin, c'est bon, c'est bénin, mais en même temps, c'est enquiquinant. Alors, l'hygiène de vie, c'est important. Donc, dans l'hygiène de vie, la natation et la marche sont particulièrement recommandées. En- euh, alors, on va voir que pour les anti-aromatas, c'est tout ce qui est étirement qui est recommandé. Pour le tamoxifène, c'est plus aller marcher dans l'eau, par exemple. Aller à la piscine, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est bon pour la circulation, les douches froides, tout ça, c'est excellent. Donc les chaussettes de contention, il y en a des très jolies hein, maintenant. Ça n'a rien à voir avec les chaussettes de grand-mère qu'il y avait dans le temps, bien heureusement. Bon, des antioxydants dans l'assiette, hein. Alors en homéopathie, il y a des souches qui sont très intéressantes. C'est Vipera, Amamélis, Aesculus composé. Donc qui diminuent la sensation de jambes lourdes, qui sont. Alors l'homéopathie, c'est très facile à conseiller parce qu'aucun effet secondaire, hein. Ça marche pas chez toutes les femmes, mais globalement, ça peut être très très intéressant. Alors on peut aussi conseiller je vais enlever ma tête. On peut aussi conseiller en phytothérapie plusieurs plantes, dont la vigne rouge, qui n'a pas de contre-indication et qui est intéressante dans la sensation de jambes lourdes, la mamélis, le fragon, donc fragon ou petit hou, le chrysanthellum. Donc le chrysanthellum, c'est une plante intéressante parce qu'elle a aussi une action hépatique. Donc là, quand quelqu'un a des soucis hépatiques, lui conseiller le chrysanthellum, ça peut être bien parce que vous agissez à la fois sur les problèmes circulatoires et sur le foie. Euh, dans les syndromes de Raynaud en particulier, c'est intéressant, le chrysanthellum. Et en gémothérapie, donc le bourgeon de châtaignier. Alors, en gémothérapie, la posologie, c'est assez simple. C'est 15 gouttes par jour. Euh, et on va dire, en général, ça se prend 5 jours sur 7 avec une pause le week-end. Dans les compléments, alors, la vitamine C sera intéressante. Les polyphénols, tous les polyphénols hein, ont une action circulatoire intéressante. Alors, le magnésium, il est intéressant par rapport aux crampes parce que il n'y a pas de douleur normalement articulaire chez une femme qui prend du tamoxifène. Par contre, il peut y avoir des crampes. Donc là, le magnésium est extrêmement intéressant. Et les oméga 3 aussi, hein, pour tout ce qui est souplesse des vaisseaux, seront des compléments vraiment indispensables. Donc tout ça, c'est intéressant à conseiller. Alors on peut les cumuler, hein. Vous pouvez tout à fait conseiller l'homéopathie, plus la vigne rouge, et puis aussi oméga 3, magnésium, vitamine C, hein. Ça peut tout à fait être cumulatif, hein. Alors j'ai mis d'éviter le ginkgo biloba, c'est par rapport à son action sur les cytochromes, hein, tout simplement. Alors si vous avez des questions par rapport aux troubles circulatoires, vous n'hésitez pas à les poser. Alors, les troubles circulatoires, il y en a. Si tu veux, je peux te faire une pause question si tu as envie, parce qu'il y a plusieurs questions en suspens, mais je pensais les Oui, poser à la alors, fin. Vu oui, que j'ai bien peur que ça fasse loin après pour la compréhension, je pense que c'est bien. Alors, oui, tout à fait. les pauses, du coup, bah, alors c'est pas sur les troubles circulatoires, mais d'abord, la première question que j'ai, c'est est-ce que tu peux revenir rapidement sur la métabolisation des anti-aromatases? Je pense que c'était par Alors, rapport à la molécule active que la question est posée, hein. les anti-aromatases, en fait, ce sont les molécules qui sont actives directement. Il n'y a pas besoin de transformation. Donc, l'étrozole, anastrozole, l'exemestane, elles sont, elles exercent leur activité d'anti-aromatase, hein. Donc, elles inhibent la transformation des androgènes surrénaliens en estrogènes.
Et ensuite, elles sont éliminées. Elles sont éliminées par le foie, par le biais des cytochromes P450. Et c'est là où j'ai parlé justement du jus de pamplemousse et du millepertuis, parce que le millepertuis, comme c'est un inducteur puissant des cytochromes P450, ça peut faire en sorte que les molécules, donc l'étrozole, l'anastrozole, l'exemestane, soient éliminées plus rapidement. Donc, soient un petit peu moins efficaces, en fait, tout simplement. Très bien. N'hésite pas à remettre ta caméra, Florence, pour les questions. Ah oui, Ça te fait faire des Ah, allers-retours, mais bon. oui. pardon? Si Ça tu- te fait faire des allers-retours, Florence, tu peux remettre ta caméra pour les questions? On t'entend de loin, Bruno. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? En fait, ma voix, elle est Oui, assez... toi, on t'entend bien. C'est juste Bruno. Je sais pas si à Ah ton micro. bon? Ouais. Alors après, j'ai une question d'Inès qui demande si la gelée royale doit être aussi... il faut éviter pendant le traitement. Et même après le traitement, est-ce que c'est aussi contre-indiqué la gelée royale après traitement? Oui, pour un antécédent de cancer, je la conseille jamais. Parce Ah ouais. que c'est un stimulant des cellules cancéreuses. Alors même s'il en reste une ou deux, ça peut... Voilà, c'est pas indiqué en fait. Ok. Par rapport au jus de pamplemousse, on nous demande si les extraits de pépins de pamplemousse sont aussi interdits. Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas de nargénine. Enfin, voilà, c'est juste le jus de pamplemousse. Très bien. Sylvie dit au Québec, de nombreux herboristes et certains pharmaciens parlent de plantes phytoestrogéniques protectrices anti-cancer. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, les plantes estrogéniques. Phytoestrogéniques anti-cancer. Je pense qu'elle fait référence à Alors oui, en déjà. fait, c'est marrant, j'avais un tableau avec les plantes phytoestrogéniques. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas apparu? Attendez, je vais revenir en arrière. Le voilà, ce tableau-là, avec les plantes phytoestrogéniques. Donc, oui, je pense que j'ai passé sur cette diapo-là. Merci pour la question parce que c'est important, effectivement. Les plantes phytoestrogéniques, on distingue les phytoestrogènes forts et les phytoestrogènes faibles. Donc, dans les phytoestrogènes forts, il y a le houblon, le trèfle rouge, la luzerne et la sauge. Donc, ces quatre-là sont vraiment contre-indiqués parce qu'elles ont une action phytoestrogénique, hein, pas comme nos estrogènes, mais qui est quand même relativement importante. Et ce sont des plantes qui sont données dans le cadre de la ménopause chez une femme qui n'a pas de problème d'antécédent de cancer. Donc, on va dire une cliente lambda vient à la pharmacie et dit j'ai plein de bouffées de chaleur, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Donc, en général, le pharmacien il est assez facilement sur la sauge ou le houblon. Il faut savoir qu'en cas d'antécédent de cancer, on ne les donne pas parce que elles vont stimuler aussi la croissance des. Elles peuvent être si jamais il y a encore des cellules cancéreuses, elles peuvent stimuler la croissance des cellules cancéreuses. Par contre, alors là, je pense que je réponds à la question. Il y a des plantes comme le soja, les isoflavones de soja. Alors, j'ai du mal à la conseiller parce que il y a beaucoup d'oncologues qui la déconseillent. Mais elle aurait plutôt un effet protecteur parce qu'elle a un effet SERM, un peu comme le tamoxifène. C'est-à-dire, c'est un modulateur sélectif des récepteurs aux estrogènes et elle va prendre la place des estrogènes au niveau de la glande mammaire et elle a un effet estrogénique, mais il est tellement faible que, qu'il devient protecteur en fait. C'est tellement faible que, bah, en prenant la place justement des estrogènes, ça induit une protection. Alors, si vous voulez aller plus loin sur la question, il y a le docteur Mouisset du centre ressources qui a fait une vidéo sur le soja. Et il explique bien ça en fait, que le soja est phytoestrogénique, mais il est tellement faible qu'il en devient protecteur. Surtout quand on le conseille, justement quand les femmes ont terminé leur traitement anti-hormonal, là le soja peut être extrêmement intéressant à conseiller. Pendant, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, les oncologues, en général, ils sont restés sur le soja, plantes phytoestrogéniques. C'était pareil pour lactée à grappe noire, qui avait la réputation d'être phytoestrogénique alors qu'elle ne l'est pas. Maintenant, il y a un consensus, on s'est mis d'accord pour dire qu'elle n'était pas estrogénique. Donc, on peut la conseiller. Mais le soja, il y a encore une polémique, hein, mais voilà. Mais effectivement, la personne qui a posé la question a raison. On va dans le sens où euh, ce serait protecteur, en fait. Très bien.
Alors, après, est-ce que tu peux repréciser rapidement peut-être la différence entre inducteur et inhibiteur pour les cytochromes? Oui, alors inducteur, en fait, ça fait en sorte que le produit soit éliminé plus rapidement. Le cytochrome va fonctionner plus vite. Voilà, c'est un peu un raccourci, mais et du coup, le produit va être éliminé plus rapidement par le foie. Et du coup, il va rester moins longtemps dans l'organisme. Donc, il va exercer son action, euh, enfin, on va dire que son action peut être un petit peu diminuée. Alors que par contre, un inhibiteur du cytochrome va faire en sorte que le cytochrome soit moins performant, si on peut dire. Et donc, du coup, le produit reste plus longtemps dans l'organisme et est potentiellement plus toxique. Et on voit ça aussi pour certaines chimios qui peuvent être. Ok. Alors, je vois que les questions font que augmenter, on va devoir les limiter. Du coup, tu as parlé de plusieurs souches homéopathiques. Est-ce qu'on peut les combiner ou pas? Tout à fait, aucun problème. Très Alors, bien. sauf que j'ai dû mettre Aesculus composé. Aesculus composé, c'est déjà on va dire, une synergie de plusieurs souches. Mais l'homéopathie, non, c'est bien de combiner, par exemple, Vipera, ça s'adresse surtout aux jambes lourdes. Euh, Amamélis, c'est quand il y a des petits vaisseaux apparents. Enfin, voilà, il y a toujours, c'est assez complexe l'homéopathie, hein, mais souvent, oui, on combine plusieurs souches. On nous demande si le chardon-marie est également à déconseiller en cas de chimiothérapie. Alors, le chardon-marie, il a une action par rapport au cytochrome. Donc, du coup, il faut attendre que la chimiothérapie soit éliminée de l'organisme. Donc, on peut conseiller le chardon-marie, mais pendant les pauses, en fait. Il faut attendre que le produit de chimio soit éliminé. Ok. Là, il faut Euh, regarder justement. donc, quel est le meilleur anti-aromatase proposé par ceux du marché? Sur le marché, j'imagine que ça, c'est un peu complexe comme question. Et... Alors oui, et puis ça dépend, en fait, ça dépend vraiment hein, des femmes. Il y en a. Alors, l'efficacité est la même, exactement la même. Et après, les effets secondaires, par contre, il y a des femmes qui relatent plus d'effets secondaires avec le létrozole, d'autres c'est avec l'exemestane. Mais ça vaut le coup d'en parler aux médecins pour qu'ils changent. En général, ça pose aucun problème. Quand on dit à la personne, ben, parlez-en à votre médecin et puis essayez de changer de molécule déjà pour voir si ça va mieux. Merci. Alors, Michael demande si les graines germées aussi, je pense qu'il pense par exemple au luzerne, trèfle rouge, si peut-être, est-ce qu'elles sont également contre-indiquées ou pas? Je dirais, faut pas en prendre en grosse quantité. Si on en prend en toute petite quantité, il y aura pas, je pense qu'il n'y aura pas d'effet trop embêtant, mais il faudrait pas en consommer des quantités astronomiques en fait. Très bien. Voilà, après, Laetitia Knockhart, que je salue d'ailleurs au passage, nous précise que docteur Mouisset, plusieurs ont posé la question, quel docteur? Donc c'est docteur Mouisset, vous le verrez orthographié sur le message de Laetitia. Il dit que conseille les lignanes, donc des graines de lin, hein, même si elles Oui, ont cancer du sein, car modulateur des récepteurs. voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, le docteur Michel, il est favorable tout à fait au soja. Voilà, et je pense que dans l'avenir, euh, il y aura de plus en plus de médecins qui rangeront à son avis, en fait. Mais le problème, c'est que quand vous conseillez le soja et que les personnes en parlent à leur médecin, en général, ça se passe pas très bien. Voilà. Voilà, puis une Euh, dernière question, puis après je te laisse reprendre, parce que tu as encore plein de choses à nous dire. Pourquoi le ginkgo est déconseillé avec le tamoxifène? C'est... ça, c'est par rapport au cytochrome P450, pardon, de défis, en fait, tout simplement. Après, c'est pas vraiment déconseillé, mais je préfère aller sur les autres plantes. Comme il y a d'autres plantes aussi efficaces et on se pose pas la question de savoir s'il y aura un impact pardon, sur le cytochrome, je pense que c'est mieux de conseiller les autres plantes. Très bien, merci Voilà. beaucoup Florence. Je suis désolée pour les derniers qui on va pas répondre pour l'instant parce que le temps tourne et puis on a encore pas mal de choses à voir. Merci Florence. Oui, en tout cas, merci pour la question là, parce que ça m'a permis de revenir en arrière sur la diapo là, qui est quand même assez intéressante avec les plantes. Donc vraiment, éviter quand même houblon, trèfle rouge, luzerne et sauge, hein. C'est ces quatre-là qu'il faut éviter. Le reste, c'est moins phytoestrogénique, on va dire. Alors donc là, je vais passer, je n'ai pas passé de diapo, non, c'est bon. Aux effets secondaires des anti-aromatases et des analogues de la LHRH.
Et donc, effet secondaire numéro un, les douleurs articulaires. Donc, très, très fréquent. Hein. 7 femmes sur 10 relatent ça. Euh, et ça va de la petite douleur, c'est-à-dire la petite raideur. On a un petit peu mal en se réveillant le matin, on s'étire et puis ça passe. On fait quelques mouvements de Qigong, quelques mouvements de gym et tout va bien. Donc ça, c'est pas grave. Mais il y a les douleurs articulaires quand même nettement plus embêtantes. Où là, on se sent hyper raide. Il faut une demi-heure de gym, d'étirement le matin pour commencer à être mieux. Et il y a les cas les plus embêtants où là, on a des tendinites à répétition quand on fait du sport, on a des myalgies. Enfin voilà, on a vraiment. Enfin, j'ai dépeint vraiment un tableau pas réjouissant, mais il faut savoir que c'est l'effet secondaire qui est le plus fréquent avec les anti-aromatases. Alors, les effets secondaires très, très invalidants comme ça, c'est quand même qu'une femme sur trois. Hein. Euh, 2 femmes sur 3, ça se passe quand même pas si mal que ça. Et on peut surtout agir dessus avec, alors d'abord l'hygiène de vie. Alors là, le sport est extrêmement important. Hein. Tout ce qui est étirement, yoga, qigong, là, il faut vraiment le conseiller en premier lieu parce que si les femmes s'y astreignent, elles auront vraiment un bénéfice très, très important. Ça, c'est capital. Hein, et puis, garder ça dans l'hygiène de vie. Souvent, elles vont commencer déjà avec la chimio. Donc, parce que les médecins incitent à faire du sport, mais là, il faut vraiment, vraiment continuer. Euh, alors, en homéo, il y a des souches intéressantes. Causticum, Rustox, Arnica. Rustox, c'est une souche qui est donnée dans on va dire, tout ce qui est arthrose. Mais ça marche très bien aussi dans les douleurs articulaires dues aux anti-aromatases. Et le causticum, c'est tout ce qui est raideur. Donc ça, je conseille vraiment tout. Moi, je mets toujours un conseil homéopathique dans mes conseils. J'adjoins toujours. Et parfois, juste l'homéopathie peut suffire. Donc c'est un petit outil. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Ça coûte pas très cher, hein, les tubes homéopathiques. Et ça peut rendre de grands résultats. Euh, alors, en phytothérapie, il y a des plantes intéressantes. J'aime bien la boswellia, l'action anti-inflammatoire de la boswellia, qui marche pas mal. La reine des prés aussi, mais la reine des prés, elle est fluidifiante, donc il faut se méfier un petit peu. Alors, l'arpagophytum, hein, que tout le monde connaît, la scrofulaire, qui est un peu moins connue, mais qui sera encore plus efficace que l'arpagophytum. Donc ça, vous trouverez toutes ces plantes dans la plupart des laboratoires. Hein, voilà. Peu importe le laboratoire, j'ai envie de dire, avec lequel vous travaillez, il faut juste vérifier que ce soit que le dosage soit suffisant, que l'extrait soit bien dosé, ou alors que ce soit sous forme d'EPS aussi, extrait de plantes standardisées, c'est une forme qui est plutôt pas mal, sous forme de liquide. Hein. Et en complément, donc, je vais enlever ma tête. On peut conseiller glucosamine chondroïtine, hein, qu'on conseille aussi en cas d'arthrose, qu'on conseille chez les femmes ménopausées aussi. Mais il faut utiliser les deux, hein, glucosamine plus chondroïtine, plus le MSM, souvent hein, dérivé soufré. Le collagène hein, permet une amélioration. Quand il y a vraiment une douleur, le PEA est pas mal. Alors, le PEA, par contre, il faut vraiment le prendre en 3 prises, impératif, parce que la durée de vie n'est pas très longue et à la dose maximum, à 1200 mg par jour. Sinon, il n'y a pas d'efficacité. Mais quand on le prend comme ça, c'est plutôt, chez au moins une femme sur 2, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai mis PEA plus boswellia plus glucosamine, le chondroïtine, le trio parfait. Et c'est vrai que ça donne vraiment des résultats. Par contre, il faut s'y astreindre, c'est-à-dire que quand on arrête, les effets ne durent pas très longtemps dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut faire des pauses, mais il faudra les reprendre quand même, parce que ça peut revenir. Ça peut être bien aussi pour une femme qui a vraiment des douleurs partout et qui ne peut pas faire de sport, de lui dire justement de prendre vraiment tout, c'est-à-dire glucosamine chondroïtine, le PEA, le MSM, la boswellia, de faire ça pendant quelques temps, le temps que les douleurs régressent. À ce moment-là, elle se met au sport parce qu'elle a plus mal, donc elle peut refaire du sport. Et après, comme elle refait du sport, elle pourra prendre moins de compléments. Ça, c'est assez courant, en fait. Et là, je dresse un tableau un peu noir, mais il faut savoir aussi qu'il y a des femmes qui n'ont pas grand-chose, hein, pour qui ça se passe bien. Alors, il faut savoir aussi que la ménopause, elle donne des douleurs articulaires. Hein.
Donc, les douleurs articulaires, elles sont accentuées avec les anti-aromatases parce qu'il n'y a plus d'œstrogène, mais même avec une ménopause classique, il y a des douleurs articulaires. Florence, pour l'homéopathie, tu mets en quelle dilution? C'est... Ah oui, pardon, j'ai pas mis. Alors, en dilution moyenne en général. Dilution moyenne, c'est 7 CH. Ok. 7, voilà. Il ne faut pas aller sur les hautes dilutions. 7, c'est bien. 7, vous prenez pas de risque. Voilà. Quand on ne sait pas, j'ai envie de dire, on va sur la 7 CH. Sauf quand on veut s'adresser au psychisme, où là, il faut monter en dilution. Mais pour tout ce qui est syndrome, symptômes physiques, le 7 CH, c'est plutôt bien. Ok. Et 1 à 2 fois par jour. Alors, pour la sécheresse de la peau et des muqueuses, donc ça, c'est un effet secondaire qu'on voit aussi chez toute femme ménopausée, mais qui est accentué avec les anti-aromatases. Donc là, dans l'alimentation, c'est des choses que tout le monde sait, hein. D'abord, c'est important de bien s'hydrater. On utilise des huiles de première pression à froid, des huiles riches en oméga 3. On utilise les petits poissons gras riches en EPA, DHA. On utilise l'huile de bourrache. Euh, alors, en complément, donc on peut complémenter, hein, surtout si l'alimentation n'apporte pas ce qu'il faut en oméga 3, en oméga 6. L'huile de bourrache est très intéressante, l'huile d'argousier aussi. Euh, et donc voilà, en général, sur la peau, sur la sécheresse de la peau, ça donne d'assez bons résultats. Sur les sécheresses oculaires aussi, pour la sécheresse oculaire, on peut adjoindre le Phrasia en homéopathie, mais pour la sécheresse intime, ça ne suffit pas. Et il y a des femmes qui sont vraiment très, très enquiquinées. C'est-à-dire que la sécheresse intime, elle est tellement importante qu'il y a plus de vie intime, il n'y a plus de vie sexuelle, la pénétration, elle est hyper douloureuse. Et, euh, et ça peut induire un état dépressif, ça peut induire des problèmes de couple. Euh, et, euh, et ça se voit chez les jeunes femmes qui ont des analogues de la LHRH, qui les mettent en ménopause artificielle, associés avec les anti-aromatases. Donc, se trouver à 30 ans avec une sexualité en berne parce que ça devient très compliqué, on peut comprendre que le moral en prenne un sacré coup. Donc là, il faut vraiment leur dire qu'il y a des choses à faire, qu'il ne faut pas rester comme ça. Alors déjà, la première chose à faire, c'est il y a des lubrifiants qui sont assez efficaces, qu'on trouve en pharmacie, à base d'acide hyaluronique. Alors moi, j'ai en tête le Mugogine, parce que c'est un des plus vendus, hein. S'il y a des pharmaciens ou des préparateurs qui écoutent, ça leur parlera certainement, parce que c'est quelque chose qu'on vend quand même euh, assez fréquemment. C'est efficace, mais il faut en mettre souvent, avant chaque rapport. On peut en mettre même tous les jours, hein, pour hydrater les muqueuses, mais ça dure pas très longtemps dans le temps. Il y a un autre produit qui s'appelle Replants, qui est un peu moins naturel, mais qui donne aussi d'assez bons résultats. Il y a des femmes qui utilisent l'huile de coco. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein, c'est pas néfaste, c'est moins efficace, mais ça peut être utilisé. Et il faut aussi savoir que si ça suffit pas, il y a des techniques de laser qui sont très, très intéressantes. Euh, les, les gynécos certains gynécos les proposent. Sinon, si c'est pas proposé, faut en parler, quoi. Faut leur dire, est-ce que je pourrais pas bénéficier du laser? Parce que vous pouvez, tout le monde peut bénéficier du laser. Après, c'est pas remboursé, c'est ça le problème. Et la photobiomodulation aussi, ça peut être intéressant. Le laser, ça agit, en fait, ça va permettre le renouvellement du collagène. Enfin, ça va faire en sorte que la muqueuse voilà, retrouve une certaine souplesse, une certaine élasticité, et ça dure dans le temps. Donc voilà, il y a des solutions. Ça peut être plus ou moins compliqué, ça peut être, mais, euh, mais il y a des solutions. Après, il y a aussi des femmes qui ont beaucoup moins d'effets secondaires que d'autres aussi de ce côté-là. Il faut savoir aussi qu'une femme jeune qui a un traitement anti-hormonal, elle ne l'aura pas toute sa vie, hein. Au bout de 10 ans maximum, elle aura plus les traitements. Donc, elle va retrouver. Euh, les effets secondaires vont s'estomper, bien évidemment, puisque les effets secondaires sont dus aux médicaments. Mais 5 ans, 7 ans, 10 ans, c'est long, hein. Donc, il faut mieux trouver une solution avant. Alors après, s'il y a vraiment trop d'effets secondaires, ça se discute aussi avec les médecins. Faut pas que les femmes hésitent à en parler aux médecins, parce que j'ai vraiment l'impression que les médecins sont plus ouverts aussi à tout ça, à prendre en charge les effets secondaires et à avoir vraiment tout ce qui est bénéfice et tout ce qui est risque. Bon, les bénéfices, ils sont vraiment réels, hein, avec ces traitements-là, parce que on évite un grand nombre de récidives.
mais il ne faut pas que la qualité de vie soit trop impactée. Florence, je me permets de te poser des questions, tant qu'elles sont en direct avec ça. L'huile de bourrage, tu la recommandes par os, et est-ce que tu recommandes aussi par voie vaginale? Alors, il y en a qui l'utilisent par voie vaginale, pourquoi pas. Moi, je la recommande Peros, c'est plutôt un produit comme le Mucogène à base d'acide hyaluronique par voie vaginale, qui est encore plus efficace, mais ça, c'est pas néfaste d'utiliser de l'huile de bourrage par voie vaginale. Et est-ce que tu as de l'expérience sur les oméga 7, on nous demande? Oméga 7, c'est l'huile d'argousier, ouais. Ouais, très bien par rapport à la sécheresse. Assez difficile à trouver, par contre, au niveau des laboratoires, mais très bien, très, très bien. Merci. Et on peut cumuler, hein. Vous pouvez mettre oméga 3, oméga 6, oméga 7 sans aucun problème. Enfin, oméga 6, le bon oméga 6, hein, GL. Donc la prise en charge de l'ostéoporose, donc déjà il y a une densitométrie osseuse qui est faite systématiquement avant la mise en place du traitement et elle sera faite 3 ans après. Alors il faut savoir que si une femme a un début d'ostéoporose et en ostéopénie, il n'y a pas de souci parce que l'ostéoporose va quand même être longue à se manifester. C'est que quand vraiment l'ostéoporose est très importante déjà, hein, ça arrive que là, ça pose problème. Pour, si une femme a déjà de l'ostéoporose, donc c'est vraiment le sport aussi hein, qui est indiqué, mais un sport où il n'y a pas de risque de chute, hein, évidemment, parce que faut faire attention à ça. Alors, en complément, la vitamine D, hein, bien évidemment, associée à la K2, parce que il faut vraiment avoir il faut que le dosage de vitamine D soit au moins à 60 nanogrammes par millilitre. Donc, si on donne des quantités importantes de D, il faut de la K2, il faut du calcium. Le calcium sous forme de citrate ou d'hydroxyapatite est beaucoup mieux toléré, beaucoup mieux absorbé. Il faut de la silice et il faut du magnésium. Donc, ces compléments-là, quand il y a un début d'ostéoporose, très, très important. En homéopathie, il y a des souches intéressantes, mais les souches, suivant la typologie, Calcarea phos, Calcarea fluor ou Calcarea carbe, les gens qui s'intéressent à l'homéopathie sont au courant de ça. Il y a une question de typologie hein, par rapport à ça. Souvent, l'homéopathie, ça ne suffit pas hein, quand même en cas d'ostéoporose. Il faut passer à des compléments. En gémothérapie, le bourgeon de sapin peut être un bon complément, hein, 15 gouttes par jour, 5 jours sur 7 aussi. Et les plantes, dans les plantes, ce sont des plantes riches en silice, hein, la prêle, le bambou et l'ortie. Donc l'ostéoporose, c'est quelque chose il faut savoir, hein, il faut connaître le statut de la femme, mais c'est quelque chose qui est moins enquiquinant, j'ai envie de dire, au quotidien que les douleurs articulaires. Il faut juste éviter qu'il y ait des fractures spontanées qui se produisent, hein, bien évidemment. Donc les autres effets secondaires qu'on voit avec les antirhumatases et les analogues de la LHRH, c'est le cholestérol qui augmente. Donc ça, systématiquement, le cholestérol LDL augmente après la ménopause, mais là, avec les antirhumatases encore plus. Donc, il faut faire un bilan lipidique, il faut doser les LDL oxydés quand il y a un doute, hein, quand le cholestérol commence à être un petit peu trop haut. En phyto, il y a le bourgeon d'olivier qui est intéressant en gémothérapie. Le chrysanthellum est aussi intéressant. L'huile de crier peut faire baisser un peu le cholestérol et aussi intéressante par rapport à l'apport en oméga 3. Après, vous connaissez hein, tout ce qu'il faut faire par rapport au cholestérol. Donc là, vous avez certainement tous les outils qu'il faut. Pour le foie, le desmodium, le bithiol, l'artichaut, enfin, toutes les plantes pour le foie hein, peuvent être utilisées. Et l'hyperglycémie, ça, c'est souvent dû aux analogues de la LHRH. Donc là, acide alpha-lipoïque, le chrome, la nigelle, enfin, toutes les plantes qui ont une action sur la glycémie. Donc ça, je pense que la plupart de ceux qui écoutent le webinaire savent parfaitement gérer ça. Alors, les effets secondaires communs maintenant, donc les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, donc bien évidemment, on évite les plantes phytoestrogéniques, hein, donc la sauge, le trèfle et le houblon. L'hygiène de vie, donc les vêtements en fibres naturelles, on évite les épices, le café et l'alcool. En phyto, on peut tout à fait donner lacté à grappe noire. Maintenant, on sait qu'elle a plus d'action, on sait qu'elle n'a pas d'action phytoestrogénique, elle n'en a jamais eu hein, d'ailleurs, mais elle a longtemps été considérée comme ça, comme ayant une action phytoestrogénique à tort. Hein. Elle agit par un mécanisme au niveau des récepteurs qui sont responsables de la vasodilatation, en fait, lacté à grappe noire. Et aussi une action centrale au niveau hypothalamo-hypophysaire.
donc aucun problème à la conseiller. Alors en homéo, il y a un complexe qui peut tout à fait être conseillé qui s'appelle Actéane, euh, efficace sur une femme sur trois. Mais quand c'est efficace, c'est bien, c'est pratique, hein. Les femmes prennent un comprimé à chaque bouffée de chaleur dans ces cas-là. Et dans les compléments, il y a un acide aminé qui s'appelle la bêta-alanine. C'est l'abufène en spécialité pharmaceutique, hein. Bon, là, pareil, hein, les pharmaciens, les préparateurs qui écoutent connaissent bien ce produit-là. Ça marche pas dans tous les cas, mais il n'y a aucun effet secondaire, donc on peut tout à fait le conseiller. Ça a aussi une action au niveau des centres de thermorégulation, sans avoir d'action phytoestrogénique. On peut tout à fait conseiller les pollens, en particulier le pollen de seigle. Il y a une spécialité en pharmacie, le cérélis, qui est à base de pollen d'ailleurs. On peut conseiller le safran, et puis bien évidemment le magnésium. Faut pas manquer de magnésium, hein, par rapport aux bouffées de chaleur. Alors il y a des compléments en pharmacie maintenant qui sont pour la ménopause, mais sans hormones. Je pense à un complément qui s'appelle Ergiminozen sans hormones. Euh, et là, voilà, on peut tout à fait le conseiller aux femmes sous traitement, sous traitement anti-hormonal. Alors, les bouffées de chaleur, en général, ça diminue quand même au fil du temps. Les douleurs articulaires augmentent, mais les bouffées de chaleur diminuent. Donc, ça, c'est plutôt la bonne chose, si on peut dire, hein. Et puis là, pareil, hein, certaines femmes sont très enquiquinées, d'autres beaucoup moins. Alors, par rapport au sommeil, ben, le sommeil, vous savez prendre en charge les troubles du sommeil. Il faut savoir que les troubles du sommeil sont plus fréquents après la ménopause et encore plus quand on est sous traitement anti-hormonal. Sous tamoxifène, il y a aussi des troubles du sommeil. Donc, l'hygiène de vie, hein, joue beaucoup pour les troubles du sommeil. Alors, la mélatonine est un complément que j'aime bien en cas de troubles du sommeil chez les femmes sous traitement anti-hormonal parce que la mélatonine a aussi une action anticancéreuse. Donc là, j'ai envie de dire, on fait d'une pierre deux coups. Vous pouvez conseiller la mélatonine à libération immédiate s'il y a des réveils nocturnes parce qu'elle n'agit pas très longtemps euh, dans la durée. Elle se présente en spray en général. Et la mélatonine à libération prolongée le soir. Donc si une femme a du mal à s'endormir et se réveille la nuit, on conseille la mélatonine libération prolongée le soir et la mélatonine libération immédiate en cas de réveil. Euh, donc, souvent, ça marche pas mal. Après, on peut aussi conseiller d'autres choses. Il y a la L-théanine, hein, qui a un effet calmant, détendant. Le magnésium, hein, ne pas manquer de magnésium, glycinate, thréonate, quand on a des problèmes de sommeil. Un complément très intéressant en gémothérapie, les bourgeons de tilleul et de figuier. Ça s'appelle Noctigem en pharmacie. Ça se présente sous forme de spray, aucun effet secondaire et ça marche souvent très bien. En gémothérapie, l'aubépine aussi quand il y a des palpitations cardiaques en même temps. Et un petit complément homéopathique que j'aime beaucoup, c'est le coféa en 15 quand il y a des cogitations. Quand les femmes cogitent, pensent à plein de choses. Là, le fait de prendre du coféa le soir, du coféa en 15, ça antidote aussi les effets du café, d'ailleurs, le coféa, hein. Ça marche plutôt pas mal. Euh, donc voilà, le safran, c'est aussi, ça a des effets intéressants aussi, hein, pour le sommeil. Sinon, tout ce qui est tilleul, passiflore, tout ça, ça peut être donné, hein, mais vous connaissez bien évidemment toutes ces plantes-là. J'ai pas mis la valériane parce qu'il y a une petite interaction par rapport au cytochrome, mais si enfin, s'il arrive aux femmes d'en prendre de temps en temps, c'est absolument pas une catastrophe. Florence, si je peux me permettre, j'ai deux, trois petites questions pour à la fois les bouffées de chaleur et le sommeil. On demande par rapport à, il y aurait, d'après Catherine, un effet toxicité hépatique avec lacté sur le long cours. Est-ce que tu la recommandes sur des moyens termes ou est-ce que tu es au courant de cette problématique Oui, tout à fait. hépatique? Effectivement, c'est la précaution d'emploi qu'il y a avec lacté à grappe noire. Donc, si un bilan hépatique montre qu'il y a un petit, on va dire, que les gamma-GT montent ou plutôt azatalate, hein, c'est ça qui est le plus embêtant. Là, effectivement, il faudra peut-être éviter de la conseiller. Après, c'est pas un effet secondaire courant, hein. C'est relaté, hein, dans la littérature, mais personnellement, je l'ai jamais observé. Très bien. T'as du recul sur Griffonia et bouffées de chaleur ou pas? Enfin, t'as de l'expérience? Griffonia et bouffée de chaleur, ça peut, parce que ça agit ouais, au niveau de l'axe sérotoninergique. Et on sait que ça peut agir. Ouais, il peut y avoir, ça peut tout à fait être utilisé, hein. Surtout si en même temps il y a des compulsions alimentaires. Oui, oui, c'est tout à fait possible. N'hésite pas à rallumer ta Cédric nous caméra, demande si Florence. le... Tu peux rallumer ta Pardon. caméra, Florence, pour les Ah, questions. ta caméra. On t'entend Oui, vraiment oui, très mal, Bruno, ta caméra, Ouais, je suis Florence. désolé. Ouais, voilà. voilà. Ça marche. Merci.
Frédéric nous demande si le reishi serait intéressant pour les bouffées de chaleur. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas de contre-indication, en tout cas. Hein. Et que penses-tu pour les bouffées de chaleur aussi du soja et de la progestérone bioidentique par voie orale? Non, Alors, ça c'était pour le sommeil, pardon, plutôt. pour le sommeil, alors Donc, progestérone bouffées de bioidentique. chaleur, soja et progestérone pour le sommeil, je pense. Hmm. Alors, progestérone pour le sommeil, ben, dans tout cancer hormonodépendant, on déconseille euh, enfin, tout ce qui est estrogène, mais tout ce qui est progestérone aussi. Hein. Donc non, là, ce sera pas possible, hein, Hmm. malheureusement. Euh, et l'autre question, c'était Ah, quoi? c'était pour, soja et bouffées de chaleur. Alors, soja et bouffée de chaleur. J'irai pas sur le soja quand il y a un traitement, mais après, quand le traitement sera terminé, en fait, à distance, là, pourquoi pas. Très bien, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres Ah, questions, du coup, ben, voilà, Sylvie redemande pourquoi la progestérone est déconseillée. En fait, c'est une précaution parce que dans tout cancer hormonodépendant, on dit qu'il faut amener ni estrogène ni progestérone, en fait, tout simplement. Il y a aussi des récepteurs à la progestérone hein, dans le cancer hormonodépendant. Et Donc, c'est vrai que au-delà de ça, en plus de ce que tu dis, une possibilité de conversion de la progestérone vers oui, l'œstrogène. Donc, tout à il y a fait. ce principe-là Ouais. en plus de ce que tu dis. Ouais. Mm. Oui, oui, tout à fait. Oui, Guénal explique ça mieux que moi pour ça, effectivement. Donc non, pas. C'est vrai que, bah, effectivement, le fait de manquer d'hormones féminines, hein, ça impacte. Il y a plein d'impacts, mais en même temps, les femmes ont un cancer hormonodépendant, donc par rapport au cancer hormonodépendant, on ne peut pas se permettre de préconiser estrogène ou progestérone. On Voilà, précise quand même, hein, tu seras d'accord avec moi, j'imagine, que la progestérone est pourtant quand même protectrice des cancers hormonodépendants, mais quand le cancer est là, c'est et ça. c'est des Voilà, précautions à voilà, prendre tout à fait. par rapport à... Mm. Avant, même quand il y a des antécédents de cancer dans la famille, c'est tout à fait possible. Hein. Mais c'est voilà, quand le cancer est déclaré, c'est, enfin, c'est compliqué en tout cas. Euh, Est-ce que vraiment ça serait nocif de donner de la progestérone? Euh, je n'ai pas un avis tranché là-dessus. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que aucun médecin, sauf certains médecins nutritionnistes, mais les gynécologues ne vont absolument pas être d'accord en fait. Ça vous mettrait aussi en porte-à-faux avec les médecins et les gynécos. Mais par contre, c'est vrai qu'en prévention, bah, c'est tout ce qui est hormones bioidentiques, enfin, en prévention, euh, quand il n'y a pas de souci d'antécédents de cancer hormonodépendant, c'est vraiment au contraire hyper bénéfique. Hein. Et d'ailleurs, les traitements hormonaux substitutifs en pharmacie, alors ça a été très utilisé quand j'étais jeune pharmacienne, hein, on en mettait à toutes les femmes. Il y a eu l'étude aux États-Unis qui a fait peur à tout le monde. Après, on n'en mettait plus du tout et maintenant, ça recommence à revenir. C'est très bien. Je suis très bien. Très bien, je te laisse continuer. Il y a des questions parfois. Bah, Frédéric, je pense que ta question sera un peu complexe à aborder en 2 minutes, donc je suis désolée de Frédéric, je pense qu'on la mettra de côté. Il y a Cécile, j'ai pas bien compris, qui marque, il y a bien pourtant des femmes qui ont des grossesses après un cancer hormonodépendant, bien sûr. J'ai pas compris pourquoi Cécile me demande ça. Pardon, qui ont des? Elle dit, il y a bien pourtant des femmes qui ont des grossesses après un cancer hormonodépendant. Oui, bien sûr, c'est... Oui, 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 tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et il y a même possibilité d'arrêter le tamoxifène quand le cancer n'est pas agressif. Quand une femme euh, désire vraiment un bébé, il y a possibilité d'en parler au médecin. Quand il n'y a pas eu de grosse atteinte ganglionnaire, pas plus d'un ganglion, je crois, atteint, et que la tumeur n'était pas trop grosse, les médecins permettent d'arrêter le tamoxifène pendant le temps de la grossesse et disent de le reprendre après, mais c'est tout à fait possible. Hein. Elle parlait par rapport à la progestérone, mais encore une fois, on ne dit pas qu'il faut pas de... Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. C'est le risque potentiel de la progestérone pendant que le cancer, c'est aussi un risque de récepteur à la progestérone positif et un risque de conversion de la progestérone en oestrogène. C'est pas pour ça qu'on va contre-indiquer d'avoir des grossesses. Voilà. C'est par rapport à ça qu'elle disait ça, mais oui, Ah oui. oui, complètement. Et par rapport au traitement, parce que comme les traitements visent à bloquer les estrogènes, on va pas donner des choses qui, au contraire, enfin voilà, ce serait pas logique par rapport au traitement, en fait.
Mais là, je parle vraiment uniquement en cas de traitement. C'est, voilà, quand il y a plus de traitement, bien évidemment, c'est plus pareil, en fait. Mais là, c'est vrai que ça mériterait d'en parler pendant plusieurs heures, hein, ça peut pas se faire en un webinaire. Alors, j'en viens au stress, parce que le stress, alors le stress, euh, il est peut-être dû au traitement anti-hormonal, mais il peut être dû à plein d'autres choses. Et, euh, et on sait qu'un cancer, c'est une source de stress. Et le stress, on sait que ça augmente le cortisol, ça favorise la voie TH2, ça diminue la lymphocyte K. Donc, c'est une population de lymphocytes qui est très importante dans le cas d'antécédents de cancer. Donc, il faut lutter contre le stress. Donc, ça, c'est pareil, je ne vais pas m'attarder sur la diapo. Vous connaissez tout ça, tout ce qu'on peut faire pour lutter contre le stress. Euh, il y a des souches homéopathiques, il y a les compléments, il y a le magnésium, L-théanine, GABA, tryptophane, etc. Et les plantes adaptogènes, hein. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire et qui peuvent vraiment aider dans ces cas-là. Et toujours le sport, hein, bien évidemment. Alors, je vais quand même parler un petit peu du brain fog, parce que le brain fog, vous savez, c'est quand il y a des pertes de mémoire, on est dans un état second, on n'arrive plus à réfléchir. Alors, souvent, les femmes pensent que c'est leur traitement hormonal, mais quand ce brain fog arrive immédiatement après l'arrêt de la chimiothérapie, c'est souvent les effets retard de la chimiothérapie qui donnent ça. Donc, si ça arrive longtemps après la chimio ou si la femme n'a pas eu de chimio, hein, quand le cancer n'était pas très agressif, on peut penser que c'est dû au traitement anti-hormonal. Par contre, si c'est immédiatement après la chimio, on peut leur dire que nécessairement ça va finir par disparaître quand les effets retard de la chimio auront disparu, hein. On dit qu'il faut une année après les gros traitements de chimio pour qu'il n'y ait plus du tout d'effets secondaires en retard, parce qu'il y a eu un bouleversement dans le corps, il y a aussi les mitochondries en ont pris un coup. Et voilà, il faut le temps, hein. Il y a des choses aussi qui peuvent aider, bien évidemment. Donc pour la mémoire, tout ce qui est oméga 3, DHA en particulier. En mycothérapie, il y a le champignon ignérisson qui est, pour les personnes qui s'intéressent à la myco, qui est extrêmement intéressant. Mycoléo ou autre, hein, qui permet vraiment, par rapport aux neurones, de reconstituer plus facilement le capital neuronal. Il y a une plante qui est intéressante, c'est le bacopa. Tout ce qui est sport aussi, hein, bien évidemment. On aura aussi, donc, en cas d'asthénie physique, la mycothérapie qui est très intéressante, hein. Les champignons ont très très peu de contre-indications et permettent de retrouver un bon état général assez rapidement. Tout ce qui est plasma marin, alors la vitamine C, le magnésium, hein, intéressante. Pour le moral, on ira sur les plantes adaptogènes, rhodiol, passiflore, safran. Et quand il y a vraiment un brouillard, etc., il ne faut pas hésiter à parler des programmes oncogytes qui peuvent se faire dans le cadre de cancer. Donc, c'est les associations Rose Up et autres, hein, qui proposent ça. Ça peut se faire en visio. Et voilà, ça peut être intéressant. C'est bien d'en parler parce que souvent, les femmes sont très, très bien suivies dans le cadre de leur chimiothérapie. On leur propose plein de choses. Et arrivées à l'hormonothérapie, ben, elles sont un peu laissées à l'abandon et elles ne sont pas au courant de tout ce qui peut être proposé. Pour le rétablissement mitochondrial, la L-carnosine est un complément intéressant que vous devez connaître, hein, ça. Alors là, c'est pareil, hein, le brain fog, il y a des personnes qui n'ont absolument pas, hein, mais ça existe. Donc là, j'arrive à la fin du PowerPoint, mais on va quand même, pour finir, dire quelques mots sur l'après, parce que le traitement anti-hormonal, il va s'arrêter, hein. Alors, parfois, il peut même s'arrêter avant, quand il y a trop d'effets secondaires, en collaboration avec le médecin. Euh, ben, euh, ça, il peut y avoir un arrêt du traitement et il faut éviter évidemment que le cancer ne revienne. Alors, il faut savoir que le traitement va protéger bien après l'arrêt, hein. C'est-à-dire que dans les années qui suivent, il y a quand même une protection qui est encore là. Mais si une femme très jeune a eu un cancer hormonodépendant et qu'elle arrête son traitement anti-hormonal à 30 ans, je pense que c'est important de lui proposer, alors sans bien sûr l'affoler, hein, surtout pas lui dire oh, Madame, vous risquez d'avoir une récidive, hein, parce qu'à 30 ans, vous n'avez plus de traitement, et puis
votre cancer, il peut revenir. Non, non, absolument pas. Mais il faut juste lui dire de continuer tout ce qu'elle avait mis en place, c'est-à-dire la bonne hygiène de vie qu'elle avait, la bonne hygiène alimentaire, le sport, euh, l'arrêt du tabac si elle fumait. Et puis aussi, on peut proposer des choses comme l'évaluation du climat hyperestrogénique, comment la femme, elle détoxifie ses estrogènes, comment est son rapport de OH sur ses OH. Et si son rapport est mauvais, bon, il y a des choses à lui proposer, comme le DIM en particulier. On optimise les voies de détox hépatique. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut proposer. Et on peut aussi les proposer si, parce qu'il y a quelques femmes qui ne veulent pas entendre parler du traitement anti-hormonal, hein. Ça, je l'ai eu dans ma patientèle. Et alors, je considère que mon rôle, c'est de, de, bah, de répéter ce qu'a dit le médecin, c'est-à-dire que le traitement anti-hormonal, il a prouvé quand même une efficacité. On ne donne pas pour rien, on ne le donne absolument pas pour que les femmes aient plein d'effets secondaires. Mais par contre, si les femmes désirent arrêter ce traitement, c'est leur corps. Euh, S'il y a vraiment trop d'effets secondaires et qu'elles désirent l'arrêter, euh, bah, j'accompagne quand même, hein, bien évidemment. Euh, Là, il faudra vraiment aller sur une protection maximum, hein. Donc, optimiser la phase 1 de détox hépatique, optimiser la phase 2 et donner des compléments anti-cancer en plus. Mais c'est le choix de chacun. Et je peux aussi parfaitement comprendre que si les effets secondaires sont trop importants, ça peut être un choix, hein. Et je pense que les médecins sont aussi plus compréhensifs aussi par rapport à ça. Enfin, il y a des personnes qui en parlent à leur médecin, il y a des personnes qui n'en parlent pas, hein. Ça, je- il y a même des personnes qui prennent leur ordonnance et qui la déchirent après. Donc j'ai mis quelques petits conseils, hein, pour optimiser, mais tout ça, vous connaissez ça ou vous avez suivi des formations. Et, c'est un petit peu d'érudite, mais c'est important de ne pas laisser les femmes dans la nature quand elles ont terminé leur traitement anti-hormonal ou qu'elles ne veulent pas du traitement anti-hormonal. Donc là, j'avais fait les dernières diapos sur la détox hépatique, hein, mais ça, c'est pareil, je pense que c'est des choses qui sont connues. Et j'ai quand même remis des compléments intéressants en cas de cancer. Il ne faut surtout pas avoir un très très bon rapport, un très très bon statut, pardon, en vitamine D, parce que la vitamine D, elle est protectrice, mais quand on arrive à un taux de 60 nanogrammes par millilitre, c'est un taux élevé. La K2, elle est protectrice aussi. L'iode est protectrice, surtout quand il y a des microkystes au niveau des seins. Il faut surtout apporter de l'iode. Les alkylglycérols, l'huile de foie de requin, parce qu'ils vont stimuler les lymphocytes NK. La propolis, qui, contrairement à la gelée royale, a une action très bénéfique en cas de cancer. Tous les champignons médicinaux et la mélatonine aussi. Et évidemment, toujours conseiller à la femme de continuer sa surveillance, hein. C'est-à-dire que même si elle ne prend pas son traitement anti-hormonal, il faut qu'elle fasse une surveillance, d'autant plus qu'elle fasse une surveillance. Donc voilà, alors je suis désolée parce que j'étais un peu trop vite, j'ai survolé des choses. Je pense que j'étais peut-être imprécise pour, dans certains sujets, mais c'était assez dense en peu de temps. Euh, donc j'espère surtout que ça vous a apporté quelque chose. Euh, T'as rallumé ta caméra, Florence, s'il te plaît? oui, bien sûr. On va faire un petit quiz du coup, Oui, et donc on va pour faire un quiz. terminer. Euh, Ouais. Alors, c'est parti. Du coup, tu y vois, Florence? alors, donc pour diminuer les bouffées de chaleur, on peut conseiller la sauge non, le houblon non. Donc, vous avez très bien répondu dans l'ensemble. Les souches, la question en homéopathie, oui. L'activité physique, oui. Les extraits de pollen, oui. La gelée royale, non. La T'as bêta-alanine, oui. répondu la gelée royale quand même, hein, ça Personne n'a c'est répondu à la gelée royale, donc c'est très bien, zéro hein. pour cent. Le message est bien passé quand même. Parfait, formidable. D'autant que c'est quand même un point important, la gelée royale. Donc oui, le message est bien passé. Euh, pour diminuer les troubles articulaires, donc réponse correcte, le sport, la boswellia associée au PEA, les compléments à base de glucosamine, chondroïtine. Donc, vous avez très très bien répondu. Pour améliorer les troubles de l'humeur, ben là aussi c'est parfait, hein, safran, théanine, magnésium, donc parfait. Quasi personne ne millepertuis. Personne n'a mis, ouais, voilà, quasi personne, donc c'est parfait. Pour améliorer les troubles du sommeil, personne n'a mis le houblon, hein, et safran mélatonine et activité physique. Donc là, c'est parfait. Bon, bah Et il reste la sécheresse.
Et la sécheresse, lubrifiant à base d'acide hyaluronique, gel de coco, laser. Bah, parfait aussi, hein. C'est C'est pas des parfait, parfait. lubrifiants hormonaux, hein, du coup, hein. Ouais. Alors, les lubrifiants hormonaux, alors, normalement, non. Euh, Là, je mettrai aussi un petit bémol. Certains médecins en prescrivent quand même, dans de rares cas, parce que ça reste local. Ok, Donc, le risque est vraiment très, très minime. ok. Donc, ça peut valoir le coup de n'en parler au médecin quand même. Mais normalement, il vaut mieux pas. Et donc, les réponses sont vraiment, vraiment Bon. très, très correctes dans l'ensemble. Alors, on va arrêter le partage. Est-ce qu'il y a des questions du coup, Vina? Ah oui, les troubles articulaires, oui, bah oui, si, tout était. Ah, il y avait des troubles, il y avait encore autre chose? J'ai coupé trop tôt? Non, 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 Ah, non, c'est bon. non, non. Le laser, oui, c'est bon. Non, non, c'est parfait. Parfait, bon. Tu as encore 2 petites minutes pour répondre à quelques dernières petites questions, Florence? Bien sûr, aucun problème. Parfait. Alors du coup, Sophie nous demande si le bore peut être intéressant concernant l'ostéoporose. Qui, pardon, le? Le Le bord. bore. Le bord, alors je ne saurais pas trop répondre à la question. J'ai pas d'expérience sur. Ok. Enfin, en tout cas, ça peut pas être. Je vois pas en quoi ça peut être nocif. Mais est-ce que c'est intéressant? Là, je ne saurais pas répondre. Ok. Question toujours un peu délicate, hein. Tu dis si tu veux l'aborder ou si c'est trop complexe pour l'aborder. Est-ce que le chardon-marie pourrait être conseillé entre les chimios? Combien de temps après la chimio? Alors oui, tout à fait. Alors ça peut être conseillé. Alors une fois que la chimio est terminée, qu'il n'y a plus de chimiothérapie à circuler dans le corps, aucun problème. Il faut regarder la demi-vie des produits. En fait, euh, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la demi-vie d'un produit pharmaceutique. C'est le temps au bout duquel la moitié du produit est éliminé de l'organisme. Euh, on retrouve ça hein, dans le Vidal, même si vous tapez demi-vie du Taxol, par exemple, vous aurez la réponse. Vous multipliez la demi-vie par 3 et vous savez qu'au bout de 3 demi-vies, il n'y a quasiment plus de produits à circuler dans l'organisme. Donc là, il n'y a plus de risque d'interférence et vous pouvez tout à fait conseiller euh, le chardon-marie quand le produit chimo est éliminé de l'organisme. Donc soit pendant les pauses, ou alors soit quand on a complètement fini sa chimio. Mais non, non, il y a aucun problème. Sauf qu'il y a certaines chimios, comme les Taxol, c'est toutes les semaines. Donc, bon, le laps de temps où on peut donner le chardon-marie, il est assez réduit. Mais quand on a le protocole EC, toutes les 3 semaines, on peut tout à fait, on a un laps de temps qui est plus important. Très bien. En précisant quand même que c'est un petit peu touchy parce que souvent on va s'exposer à des personnes qui vont avoir peur de ce qu'on fait, etc. Donc vous Alors après, si on veut être formez tranquille, un minimum ouais, pour être tranquille et pour. on attend aussi que la chimio soit complètement terminée à ce moment-là. Et puis Justement. après, le foie, c'est tout à fait possible. Frédéric nous demande si tu sais pourquoi le cordyceps serait contre-indiqué dans les cancers hormonodépendants. Par rapport à l'action sur l'aromatase. Voilà. Il y a une petite action sur l'aromatase euh, qui favoriserait l'aromatisation. C'est assez, c'est assez, euh, c'est assez faible, mais c'est par rapport à ça. C'est le seul, Euh, c'est le seul champignon hein, qui est contre-indiqué enfin, qui est contre-indiqué, qui n'est pas vraiment contre-indiqué, mais il y a une petite précaution d'emploi. Les autres, il n'y a aucun problème. Mais j'ai déjà eu cette remarque-là. J'ai eu plusieurs fois des remarques par rapport au cordyceps dans les services d'oncologie. Il y a d'une part l'aromatisation et d'autre part, c'est relaté 1 ou 2 cas de toxicité hépatique du cordyceps dans la littérature. Voilà pourquoi. Bon, après, c'est rarissime. Est-ce que tu peux revenir rapidement? Sophie nous demande sur l'effet du curcuma, le côté protecteur et le côté contre-indiqué. Est-ce que tu peux revenir rapidement Alors, dessus? le côté contre-indiqué, c'est juste par rapport au cytochrome. Alors, il est inhibiteur, je crois, des cytochromes P450 euh, ou faudrait que je vérifie si c'est inducteur ou inhibiteur, mais en tout cas, il y a une petite interaction. Euh, mais le curcuma, par rapport au cancer, il est intéressant. C'est-à-dire qu'il a des vertus cytotoxiques sur les cellules cancéreuses. Donc, euh, en cas de cancer avéré, il peut être intéressant. Par contre, il faut le conseiller
plutôt à distance des chimiothérapies si on veut pas qu'il y ait risque d'interaction. Et, mais l'hormonothérapie, le problème, c'est que je suis tous les jours. Mais voilà. Donc, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a un cancer non hormonodépendant, le curcuma est très intéressant à prendre pour ses vertus anticancéreuses. Très bien. Christine nous demande, tous les combien de temps tu conseilles de refaire le rapport 2 sur 16 OH si tu as travaillé dessus? Alors, en général, quand c'est fait la première fois quand il est bon, j'ai envie de dire, je refais pas systématiquement parce que génétiquement, la femme va vers la bonne voie. Quand il est mauvais, ben, en général, je mets un protocole à base de DIM et d'autres choses et je vérifie 6 mois après. Très bien, merci. Je suis pas sûre d'avoir compris la question de Frédéric qui marque enfin, effet potentialisateur sur la DHEA androgène, si tu veux préciser, parce que je pense pas que tu comprendras non plus. N'hésite pas à préciser, Frédéric, ta question. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette polémique sur les mammographies avec leur l'agressivité, enfin l'agressivité, quid de voilà du rapport Alors, bénéfice-risque? alors, effectivement, la mammographie, il y a quand même un petit risque euh, par rapport au rayonnement. Enfin, euh, mais le problème, c'est qu'en France, on est très protocolaire. L'échographie ne présente aucun risque, mais il y a un protocole qui fait qu'on fait d'abord une mammographie et ensuite une échographie. Alors, en général, quand les femmes sont à risque de récidive ou qu'elles ont arrêté leur traitement anti-hormonal, avant la date prévue, je recommande vraiment une surveillance. Et je recommande une surveillance et je leur dis insistez pour avoir une échographie. Si vous faites la surveillance 2 fois par an plutôt qu'une fois par an, faites une fois la mammographie et la deuxième fois demandez une échographie. Mais il faut insister parce que normalement, c'est d'abord la mammo et après l'échographie. Parce Ok. qu'effectivement, il y a des radiations quand même, mais c'est quand même, Alors, oui, il y a un petit hmm. risque. Christine nous demande si tu peux remettre l'avant-dernière diapo sur les oestrogènes pour qu'elle puisse reprendre une note, si ça te dérange pas. L'avant-dernière, hein, c'est ça? Dernière, ouais, sur les oestrogènes. C'est ça, Je, détoxification? je pense, ouais. Et là, on Euh, prend encore deux questions, puis on arrête. Il est très tard quand même, hein. ouais. Parce que, Alors, est-ce que les piqûres d'immunothérapie Herceptine peuvent provoquer des douleurs inflammatoires et autres symptômes? Oui, 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 tout à fait. J'en ai pas parlé parce que c'est pas hormonodépendant là, hein. mais non. Quoi qu'on peut avoir des récepteurs à l'herceptine et des récepteurs estrogéniques, hein, ça peut arriver. Mais là, j'ai parlé uniquement des cancers hormonodépendants. Donc là, on sort du cadre. Mais oui, oui, ça peut tout à fait. Mm. Ok. Oui, d'ailleurs, c'est Spectateur anonyme. un très bon tremplin pour dire et redire qu'évidemment, là, c'est un petit extrait de tout ce que tu donnes dans la formation, mais évidemment, des Mm. sujets comme l'immunothérapie et autres sont abordés en détail dans ta formation voilà, sur 3 journées, quoi. Voilà, ça c'est, tu peux ouais, pas tout parler en un webinaire. C'est vrai que c'est difficile, oui, même là, j'ai pas, je pense qu'il y a des choses que j'ai insuffisamment expliquées, mais bon, Ah c'est non, mais difficile. moi, je trouve que c'est très clair et en peu de temps, enfin, tu vois, d'ailleurs, dans tes quiz, on a bien vu que tu as réussi à faire passer des informations essentielles et bien compréhensibles et il y a plein d'informations, c'est très riche. Un grand merci. D'ailleurs, tu as plein d'autres merci hein, dont je te les ai pas lus, mais tu as plein de personnes qui te remercient beaucoup pour ta présentation et ta générosité. Juste une dernière question de spectateur anonyme, c'est toujours particulier de se présenter sous ce nom, qui demande est-ce que c'est pas plutôt 7 fois la demi-vie du médicament pour les qu'il faut mettre les. Tu as dit 3 fois. Alors, Lui alors demande. oui, j'ai dit 3 fois parce qu'en fait, effectivement, pour qu'il y ait zéro trace de médicaments, il faudrait peut-être arriver à cette demi-vie. Mais à la fin, c'est tellement, tellement infime qu'on considère que, euh, bon, on va dire 4 fois, mais pour être complètement sûr. Mais Ouais. c'est pas la peine d'aller jusqu'à 7 fois. À 4 fois, vous n'avez déjà quasiment plus rien. On arrive vraiment, vraiment à des doses homéopathiques là. Non, au Très bout bien. de 4 demi-vies, on est tranquille. Mm. Parfait. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup à tous. Vous êtes restés quasiment tous présents jusqu'à la fin. Donc, Merci à vous, hein, vraiment aussi voilà, d'avoir assisté. Merci à Bruno et Guénaël de m'avoir
Merci Avec à grand toi, Florence. plaisir. Merci à toi, Florence. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très concret, très pratique. Et dans tes explications, on avait vraiment des orientations dans les grands axes, très, voilà, optimales. C'était super. Merci beaucoup. Ben, merci à vous deux surtout, hein. Et puis merci Merci. à toutes les personnes hein, qui ont assisté. Absolument. Voilà. Et voilà, si vous voulez du coup en savoir plus sur la prise en charge fonctionnelle en oncologie, c'est vrai que c'est un sujet ô combien important, qui est très touchy, c'est pas évident. Et puis effectivement, on invite à ne pas s'improviser praticien en prenant en charge des problématiques en oncologie, hein, si on n'est pas formé. Donc n'hésitez pas à rejoindre la formation en classe virtuelle en septembre à la rentrée, ou alors elle est aussi disponible en e-learning. Et puis encore merci toujours pour votre fidélité chez DFM et un grand merci à toi, Florence. Ben, Merci à merci tous. beaucoup à tous. Merci. Bonne soirée à tous et bonne nuit. Bonne soirée. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.